Donc, à partir de maintenant, j'enregistre. Coucou les gens qui nous regardent à distance. Donc, pour le tutorat de web BD, je dis qu'aujourd'hui, on n'allait pas vraiment faire du web BD, mais plus commencer à l'étape d'avant et de la base de données directement. Du coup, aujourd'hui, on va voir ce que c'est une base de données et quelles sont les caractéristiques qu'une base de données doit avoir pour être utilisable. Puis, on va parler des différents schémas de base de données qui existent, qui vous permettront de vous aider à designer des bases de données plus les schémas que vous pouvez utiliser pour un certain projet de PP2I. C'est toujours bien d'avoir plein de schémas à présenter pour votre base de données, pour montrer que vous êtes sérieux et que vous l'avez bien designé. Et ensuite, on va enfin parler de SQL avec vraiment le tout début. Comment est-ce qu'on fait pour créer une base de données et comment est-ce qu'on met en place une requête de base de données. Donc, une base de données, c'est quoi? Une base de données, c'est en anglais database abrégé BDD ou BD, est un ensemble de données interreliées correspondant à la réalité d'une entreprise ou d'une organisation. Ces données sont stockées de façon aussi cohérente que possible, avec une de façon aussi cohérente que possible et mémorisée avec une redondance maîtrisée. Cet ensemble de données est organisé de manière à faciliter l'évolution indépendante des données et des programmes. C'est super lourd dit comme ça, mais on remarque qu'il y a plusieurs informations à droite à gauche qui sont pertinentes de retenir. Vous avez peut-être déjà vu dans le plan qu'il y avait dans la slide d'avant quelles sont les informations importantes à retenir. Et c'est celle-là. Du coup, dans les informations importantes de cette décision, c'est des données interreliées. On va voir ce que ça veut dire juste après. On va aussi voir ce que c'est la cohérence, une redondance maîtrisée, et comment est-ce qu'on fait pour faciliter l'évolution des programmes. Donc, c'est ce que je viens de dire. Du coup, est-ce que quelqu'un a une idée de ce que ça veut dire une base de données cohérente ou incohérente, ou un exemple de base de données incohérente? Vous pouvez écrire dans le chat ou allumer votre micro. Ok, tant pis. Donc, la cohérence, en gros, c'est le fait qu'il n'y ait pas de contradiction entre les données. Un exemple de contradiction, c'est si on a la liste des personnes qui sont dans ce tutorat, si on a Amandine, Sadie et Benjamin Pied, et que autre part, on a retenu qu'il y a 10 personnes qui assistent à ce tutorat. Ici, il y a une contradiction parce que il y a 3 personnes, mais autre part, on dit qu'il y en a 10 des personnes. De manière plus simple, ça peut aussi être une information qui est stockée à plusieurs endroits, mais qui est différente. Par exemple, si on dit que l'utilisateur 1, son prénom c'est Thierry, mais autre part on dit que son prénom c'est Jérémy, il y a une contradiction parce que il y a le même utilisateur, il a deux prénoms, mais à deux endroits c'est différent. Ça, c'est pour la cohérence du coup. Ensuite, la maîtrise de la redondance. Si on commence à retenir chaque information dans la base de données plusieurs fois, on a des problèmes qui émergent. La première chose, c'est que retenir la même information plusieurs fois, eh ben, ça prend de la place. Si on retient le prénom d'une personne, une fois, ça prend la taille d'une chaîne de caractères. Si on le retient deux fois, ça prend la taille de deux chaînes de caractères. Et comme ça, si on retient deux fois une information si on retient deux fois une information pour une entité, et qu'on a 1000 entités dans notre base de données, ça commence à faire beaucoup de place utilisée pour rien. De plus, si on a plusieurs fois chaque information dans la base de données, à chaque fois qu'on mettra la base de données à jour, on devra mettre à jour plusieurs colonnes. Du coup, ça prend du temps de faire ça parce que c'est plus de calcul à faire et si on veut changer 1000, 2000, 3000 fois une information, ça nous le double et ça prend plus de temps à la machine de le faire. Mais en plus, ça peut justement créer des problèmes de cohérence de faire ça parce que si l'information est stockée plusieurs fois, il faudra la mettre à jour plusieurs fois et la personne qui programme, elle oubliera justement de mettre à jour plusieurs fois l'information à un moment ou à un autre. C'est obligé que ça arrive. Donc la redondance, c'est pas trop bien. En dessous, on a un exemple de problème de redondance. Et en fait, c'est exactement le même qu'avant. Pourquoi? Parce que pour avoir des problèmes de cohérence, faut qu'on ait de la redondance. Parce que si on stocke qu'une seule fois chaque information,
on n'aura pas de problème de la même information qui diffère. Mais ici, euh, oui, du coup, si on analyse des personnes présentes, c'est pas sage de retenir à part le nombre de personnes présentes, sauf si on veut éviter du temps de calcul. C'est pour ça que on parle de maîtrise de redondance et pas d'éviter la redondance. Parce que si on veut compter quelque chose ou avoir des résultats de calcul, on veut juste à chaque fois mettre le résultat du calcul à jour dans la base de données. On n'a pas forcément envie de refaire le calcul à chaque fois parce que ça peut potentiellement être long, ça peut potentiellement être compté plein de lignes, ce qui prend du temps de calcul et ce qui est long. Du coup, la maîtrise de la redondance d'une base de données, on a le droit d'avoir de la redondance, mais il faut faire attention pour pas qu'il y ait des incohérences. Et il faut faire attention parce que ça prend de la place. Avant de parler des données, de l'évolution des données et des programmes d'une base de données, on va commencer à parler de données interreliées. Alors, une donnée, ça peut être n'importe quoi, et une de des données, ça peut être présenté en français. Du coup, ici, on a des informations. Cette voiture est une R5 Turbo datant de 1981. Cette année, 1000 de ces voitures ont été produites. C'est une Renault, une marque créée en 1898. Elle a 160 chevaux pour une cylindrée de 1397 cm3. Et elle appartient à Jean R. Du coup, là, dans cette phrase, on a plusieurs informations et on peut essayer de dessiner des liens entre ces informations. Par exemple, cette voiture est une turbo R5 turbo, il y a un lien. On peut noter qu'il y a une flèche directe qui va de cette voiture à R5 turbo. Il y a aussi un lien entre cette voiture et 1980. Cette année, 1000 de ces voitures ont été produites. Ici, on n'a pas un lien provenant de cette voiture allant vers la date, mais vers le type de voiture, de R5 turbo. Et comme ça, on peut faire plein de liens. C'est comme ça que vous allez faire votre premier graphe de base de données. Du coup, ça c'est écrit, c'est si vous voulez relire le diaporama. Du coup, je disais que ces informations, on peut les représenter avec un graphe orienté. Du coup, sur cette voiture, on a qu'elle appartient à un Jean R, qui est construite en 1980 et que c'est une R5 Turbo. Une R5 Turbo, on sait que c'est une Renault, que Renault c'est une marque créée en 1898, que l'R5 a 160 chevaux pour 1397 cm3, et que si on met en commun la R5 Turbo et l'année de production, il y a 1000 voitures qui ont été produites. Là, ce qu'on vient de dessiner, le graphe, ça ressemble à ce qu'on appelle un graphe des dépendances fonctionnelles. Mais ici, notre dessin, même s'il est juste dans notre cas de la R5 Turbo de Jean R, il y a des problèmes. Le problème, c'est que ça fonctionne que pour cette voiture. Il faudrait qu'on trouve un cas plus général. Ensuite, il y a un autre problème, c'est qu'on ne sait pas s'il existe plusieurs Jean R. Si il y a plusieurs personnes qui s'appellent Jean R, le appartient à Jean R, ça devient ambigu. Est-ce que c'est ce Jean R là, ou le deuxième Jean R, ou le troisième Jean R? On ne sait pas. Il y a le même problème avec R5 Turbo. Est-ce que plusieurs voitures s'appellent R5 Turbo ou pas? Si ça se trouve, Renault il a une R5 Turbo, mais Citroën aussi ils ont une voiture qui s'appelle R5 Turbo. À ce moment-là, on aura un problème de redondance, d'incohérence, pardon. Enfin, un problème d'ambiguïté, pardon. On ne saura pas si c'est la R5 Turbo de Renault ou de Citroën. Et encore une fois, il y a le problème avec la marque Renault. Est-ce qu'il y a plusieurs marques qui s'appellent Renault? Pour résoudre ces différents problèmes, ce qu'on va faire, c'est plutôt que de parler de cette voiture de Renault et de R5 Turbo, on va utiliser des identifiants et on va associer aux identifiants le label. Du coup, là, plutôt que d'utiliser cette voiture, on va utiliser un identifiant de voiture. Plutôt que d'utiliser R5 Turbo, on va utiliser un identifiant de modèle de voiture. Et le modèle, on va l'associer à un libellé de modèle qu'on a ici, le lib. On va associer le... Plutôt que d'utiliser une année, on va utiliser la date, comme ça fonctionne à chaque fois. Et ainsi de suite.
Plutôt que d'appeler Jean R, on va avoir une idée de propriétaire et un nom de propriétaire. Et là, ce qu'on vient de dessiner en remplaçant tous les champs par un identifiant, bah, on a justement notre graphe de dépendance fonctionnelle. Du coup, l'explication pour quand vous relisez le diaporama, elle est écrite ici. Aussi, un autre avantage de stocker à part le libellé, c'est que si Renault change de nom, on n'aura qu'un seul endroit où le modifier. Donc, comment est-ce qu'on fait pour construire un graphe des dépendances fonctionnelles comme on vient de faire? Avec nos données, il y a plusieurs cas possibles. Le premier cas, c'est le cas le plus simple. C'est l'exemple, la voiture numéro 1 est une Renault 5 Turbo. C'est juste, on met une flèche partant de la voiture numéro 1 vers Renault 5 Turbo. En gros, on met une flèche partant de la source de l'info vers la destination. C'est pas des mots de vocabulaire source-destination, c'est juste expliqué comme ça pour que vous compreniez le truc. Un autre cas pour créer ce graphe, c'est si on a une information qui dépend de plusieurs autres informations. Par exemple, dans notre graphe avec les voitures, si on voulait connaître le nombre de voitures qui ont été construites pendant une année, il nous fallait deux choses, l'année précise et la voiture. Pour ça, du coup, il nous faut deux informations de source qui auront une flèche vers un point, puis ce point il part vers l'information de destination. C'est bien de noter que ce cas, ça fonctionne avec autant d'infos sources qu'on veut, et que les infos sources, elles peuvent provenir que les sources, elles peuvent provenir plusieurs fois du même endroit pour finalement partir d'une destination. Par exemple, si on a je fais un match d'échecs, il y a joueur 1, joueur 2, c'est deux joueurs. Du coup, on mettra deux flèches partant des identifiants joueurs pour obtenir le score de la partie, par exemple. Ensuite, j'ai dit que après qu'on ait parlé des données interconnectées, on va parler de la dernière caractéristique d'une base de données. Elle doit être construite de façon à simplifier l'évolution future d'une base de données. Est-ce que quelqu'un a une idée de comment est-ce qu'on fait pour justement faciliter l'évolution future d'une base de données? Vous pouvez allumer votre micro ou l'écrire dans le chat. Non? Personne n'a d'idée? Personne peut essayer de deviner? No, c'est Vous allez vous sentir bête quand je vais le dire. En gros, pour faciliter l'évolution future de la base de données et des logiciels, il faut juste appliquer les deux premiers points. Si on a une BDD qui est cohérente et qu'il n'y a pas de redondance dedans, elle sera prête pour le futur. Et si on a fait un graphe des dépendances fonctionnelles pour construire notre base de données, il n'y aura pas trop ce genre de problème. Pourquoi pas trop? Parce que si on le fait à partir du graphe, il n'y aura pas de problème, mais il faut bien faire le graphe et il faut bien la construire à partir du graphe. Du coup, pour vous entraîner à faire ce genre de graphe, c'est utile pour APPI, du coup, je vous conseille de quand même vous entraîner à le faire. Je vais vous donner deux exercices. Le premier, il sera plutôt facile, et le deuxième, il y a un piège. Du coup, le premier exemple, c'est l'entreprise Nosama. C'est une entreprise qui vend des produits en ligne. Chacun de leurs produits est fourni par un fournisseur. Ces derniers ont un code unique, un nom et une adresse. Les produits sont caractérisés par quatre choses. Un code de produit unique, une quantité stockée dans les entrepôts de Nosama, un nom et un prix unitaire du produit. Une commande faite par un client à Nosama est caractérisée par plusieurs choses. La liste des produits commandés et la quantité de chaque produit commandé. On retiendra aussi la date de la commande et le client qui a effectué la commande. Pour livrer sans problème, on retiendra le nom du client et son adresse. Du coup, on a une phrase similaire à la phrase que j'avais avant avec la Renault 5 Turbo de Jean R. Et vous allez faire un exercice similaire.
Construis un graphe de dépendance fonctionnelle à partir de ces informations. Essayez de lever la main sur Teams quand vous pensez avoir fini. Ou si vous le faites juste pas, levez la main tout de suite, histoire que je vous attende pas. Du coup, on fait. Ah merde. Oui? Du coup, on fait. Et pourquoi il y a de l'écho? Ok, désolé. On fait le graphe comme pour la Renault avec l'arbre, quoi, c'est ça? Oui. Ok, merci. Le graphe avec des points et des flèches. Martin, si t'as pas de papier, tu peux sortir Paint, hein, ça marche aussi. Du coup, Nada, vu que t'as fini très rapidement, tu peux m'envoyer ce que t'as fait, histoire que je puisse voir? Tu peux me l'envoyer en MP ou directement dans le chat. Comme ça, si tu t'es trompé quelque part, tu pourras utiliser le temps que les autres finissent pour corriger, plutôt que d'attendre et de rien faire. Moi, j'ai envoyé, mais désolé, c'est dégueulasse. C'est toujours dégueulasse avec toi. Oh,
Du coup, Colline, il y a un petit problème avec les commandes. Si tu fais ton schéma comme ça, en fait, chaque client aura juste une commande qui lui sera associée et pas plusieurs. En gros, pour corriger ça, faut mettre un point entre client, la commande et la quantité et le produit. Entre quoi et quoi? En gros, là, tu as un truc liste commande. C'est pas trop avec ça que tu... C'est avec ça que tu feras ton graphe pour faire un groupe. Tu préféreras utiliser le cas comme ça. Donc, Ah, ok. Ouais, merci. tac. Est-ce que... eh, euh, Nada, du coup, dans le graphe, c'est pas la peine d'écrire Nozma. C'est le schéma de la base de données de Nozma, en fait. Ok, Et ils ont pas c'est pas nécessaire d'écrire leur nom dedans. d'accord. Ensuite, tu as le même problème avec les commandes que Colline. Préfère utiliser le point comme ça pour les commandes. La- Entre quoi et quoi? entre les- le client, les produits et la quantité. D'accord. Et je crois Ah, qu'il y a aussi un numéro de commande dedans, je suis plus sûr de l'énoncé que j'ai écrit. Euh, non, j'ai pas noté de numéro de commande. Mais sinon, le côté produit et fournisseur, il est bon chez les deux, je crois. Oui. tu peux réexpliquer, s'il te plaît, ça sert à quoi le point? En gros, c'est si tu as des informations qui découlent de plusieurs autres informations. Par exemple, une commande, ça, c'est plusieurs produits. Chaque produit, il a une quantité, mais c'est qu'un seul client. Du coup, ce que tu fais pour avoir, pour associer comme ça une liste de produits et de leur quantité avec un seul client, tu utilises un point. C'est quand tu as une information qui découle de plusieurs autres informations. Ici, la quantité client, ça va être Pardon. Ah, il y a aussi la date dedans, je crois. Oui, il y a aussi la date dedans. Ici, une commande, ça sera la date, le client, le produit, et à partir de ça, tu obtiens une quantité. Je sais pas si c'est clair ou si tu veux que je réexplique avec d'autres mots. Non, c'est pas clair du tout. Euh, comment je peux réexpliquer ça? En gros, une commande, c'est un client qui fait une commande. Mhm. La commande, elle a lieu à une date. D'accord, Mais dans une commande, t'as plusieurs produits qui sont chacun commandés en une certaine quantité. d'accord. Et du coup, pour avoir la quantité de produits qui est commandée dans une commande particulière, tu as besoin de plusieurs informations. Un client, comme il peut faire plusieurs commandes, il faut retenir quelle commande particulière c'est, du coup on retient la date. Et comme dans une commande, tu peux avoir plusieurs produits, il faut retenir le produit pour avoir la quantité commandée. Du coup, D'accord. tu as besoin de plusieurs informations pour avoir la quantité commandée. Et c'est Ah, pour ça d'accord. que tu utilises un point. Tu dis ah d'accord parce que t'as pas envie de me faire répéter une troisième fois ou t'as vraiment compris? Un point entre la liste produit, date client et la quantité, c'est ça?
La quantité, elle découle du produit du client et de la commande. Du coup, tu auras trois flèches vers le point, si je me souviens bien, et une flèche qui va du point vers la quantité. Ok, là c'est mieux. Merci. Toc. Elisa, je regarde ce que tu as fait. Client. Euh, libre. Oui. Idée pro. Non, c'est entreprise. Ah, oui, c'est entreprise, pardon. Libre entreprise. Idée produit. Euh, Toc. Le client, il a un nom, une adresse. Idée commande. Liste. La commande, elle a une date. Du coup, ici, c'est la même chose. T'as pas envie d'utiliser des listes dans un schéma comme ça. Tu as pas le droit d'avoir un point qui fait une liste. Faut plutôt utiliser la forme là. En gros, à la fin, quand tu fais comme ça, tu peux avoir plusieurs fois la même chose. Genre, Désolée, il y a Chloé qui demande que tu enregistres le tutorat. oui, il est déjà en train de se enregistrer. D'accord. Euh, Toc toc. Je vais quand même vérifier que j'enregistre bien. Que je fais pas de bêtises. Oui, j'enregistre bien. Du coup, Elisa, c'est juste au même endroit que les autres et il y a le même problème. Alors, Martin, est-ce que j'arrive à lire? Oui, j'arrive à peu près à lire. Euh, Idée produit, le prix, le nom, la quantité, vers le fournisseur, le nom, l'adresse. Ok. Euh, En haut, j'ai idée nom, idée homme, je suis pas trop sûr de ce que c'est. Idée com, ok, c'est l'identifiant de la commande, avec une date, un produit, euh, une quantité, idée client, un nom, une adresse. Alors Martin, c'est presque juste le seul problème que j'ai, et je pense que c'est que tu le sais que c'est ce problème, mais que c'est juste que c'était pas pratique pour toi de le dessiner. C'est que l'idée produit qu'il y a dans la commande, c'est censé être le même que celui que tu as à gauche. Du coup, tu préféreras mettre une flèche de l'idée produit à gauche vers celui qui est utilisé dans ta commande. Mais sinon, je vois pas d'autres problèmes. Oui, mais il était coincé, yes. Tu vois un autre problème pour Martin? Ok, du coup, est-ce que je vois un autre problème pour Martin, moi? Nom, adresse. Euh... Idée comment? Ça, ça ressemble à un cours de boutier. Comment ça? Tu veux que je lâche des blagues, c'est ça? Je comprends pas. À l'aide. Du coup, je pense que je vais laisser encore genre un peu de temps pour laisser au dernier de finir. Euh, du coup, Céline, euh, commande date client quantité. Euh, alors, Je vais demander. euh, Thierry, je suis oui, désolé de te couper 2 secondes. Il y a Chloé qui demande sur TN 2023 si c'est possible d'enregistrer le tutorat. mais t'es la troisième personne à me demander ça. Oui, je suis en train de record. Ah, Ah! C'est le premier truc que j'ai dit quand t'es arrivé. Putain, je suis désolé, Et hein. je l'ai Mais déjà dit dans mes annonces du tutorat qu'il y Pauline, aura des rediffusions.
Tu recordes sur où? Pauline, elle faisait des Je trucs. recorde sur OBS parce que j'ai envie d'enregistrer aussi mes slides. J'ai pas juste envie d'enregistrer le truc. Et comme ça, genre, si je fais des alt tab, etc., vous les voyez aussi. Oui, j'enregistre. Yes, merci. Du coup, Céline, en gros, il y a un problème chez toi, c'est que tes cercles, c'est pas que des informations. En gros, chacun de tes cercles comme ça doit être une information qui se retrouvera à la fin dans la base de données. Mais par exemple, fournisseur, ça correspond pas à quelque chose. Fournisseur, tu devrais plus le remplacer par code unique directement. Commande, c'est pareil. Si tu utilises commande comme ça devrait plus être un identifiant de commande. Et sinon, est-ce que tu as le droit de faire comme ça le point euh, Non, tu peux pas faire le point comme ça parce que si tu fais le point comme ça, en fait, euh, tu as besoin de la quantité pour connaître le client. Si la flèche, elle devrait aller dans l'autre sens. Euh, et euh, il y a un truc qui me semble bizarre, mais je sais pas encore quoi. Euh, T'as le client, t'as la quantité, t'as le code. euh, et la date, tu peux la mettre là, oui. Je l'ai pas corrigé comme ça, mais la date, tu peux la mettre à part comme ça. Du coup, la quantité, elle découle des informations. C'est pas une information que tu dois mettre, hein. Du coup, la flèche vers quantité, elle est dans l'autre sens. Nosama, il doit pas apparaître sur la base de données parce que t'en as pas trop besoin. L'information, elle est dans le sujet, mais c'est pas une information qui se retrouvera dans la base de données. C'est un peu ambigu comme truc. Je l'ai pas trop bien expliqué, mais j'explique maintenant du coup. Et derrière les trucs, chaque cercle doit des informations qui se retrouveront réellement dans la base de données. Toc. Euh, Martin, j'arrive. J'ai pas envie de faire l'effort pour lire les mots à l'aide. Euh, mais si c'est la même chose, t'as juste déplacé l'idée produit, ça doit être ça. Oui, ça doit être ça. Du coup, est-ce que tous les gens qui sont là ont au moins essayé de faire le graphe? Ou il y a encore des gens qui sont en train de refaire le graphe? Bon, il n'y a pas de réponse, je suppose qu'il n'y a pas d'objection et que je peux montrer la correction du premier exo. Toc. Moi, ma correction, j'ai fait ça. Du coup, Ah, mais j'ai fait la même erreur que vous. La quantité, ça part du point et ça va vers la quantité. Ah, il y a une erreur. Du coup, faites semblant que la flèche, elle part du point et elle va vers quantité plutôt que l'inverse. Et sinon, ça ressemble à ça. À partir du code du produit, on obtient le fournisseur. Un fournisseur, c'est une adresse et un nom. Dans le produit, on a une quantité en stock et un prix unitaire. À partir du numéro de commande, enfin, on a une date et un client. Et avec le numéro de commande, le code du produit, la quantité commandée. Et ouais, à partir du code du produit et du numéro de la commande, on obtient la quantité commandée. Il n'y a pas forcément une seule façon de faire le schéma juste. Je l'ai dit pendant que je regardais le truc de Céline. Mais en gros, ça devra ressembler globalement à ça. Est-ce qu'il y a des questions sur ce que j'ai fait?
C'est où la liste des produits? En gros, La liste des produits. les produits qui sont dans les entrepôts de... Nom de la commande. Ah, en gros, ça représente le point là en fait. Ah, d'accord. Le, la commande, elle a une seule date de commande et un seul client. Mais si tu prends un produit et une commande, tu as la quantité commandée. En gros, ce point-là, ça représente le produit cartésien de tous les codes des produits et de tous les numéros de commande. Par exemple, si j'ai deux commandes et trois produits, chacune des deux commandes, elle a les trois produits représentés dans ce point-là. Et pour chacun des trois produits, j'ai une quantité commandée. Sachant que la quantité, ça peut être zéro si tu commandes qu'un seul des trois produits. Euh, Dit à l'oral comme ça, je sais pas si c'est facile à comprendre, c'est peut-être plus facile à expliquer avec un dessin. Est-ce que je dois faire un dessin ou est-ce que c'est bon? Non, je crois que c'est bon, merci. Ok. Du coup, si c'est bon, je vais pouvoir vous mettre le deuxième exercice qui est un peu plus méchant mais pas beaucoup plus dur. Le club de jeux vidéo de Nelecom Tancy, Angry Controller, décide de faire un concours autour du célèbre jeu de minage Mon Minage. Ce concours, le concours Mine Télécom, est un concours en équipe. Chaque équipe est composée de trois joueurs, un chef d'équipe, un mineur et un constructeur, et possède un nom. On retiendra qu'un joueur peut appartenir à plusieurs équipes. Chaque joueur a un nom, un pseudo, une adresse et une date de naissance. Chaque équipe affrontera une et une seule fois toutes les autres équipes. Lors de ces affrontements, on retiendra le score obtenu par chacune des équipes. C'est un peu plus méchant parce que faudra utiliser des labels sur les flèches. Oups, j'ai dit à vote pourquoi c'est méchant. Et comme avant, quand vous avez fini, vous le mettez dans le chat ou vous levez la main ou vous me faites savoir de la façon que vous voulez que vous avez fini. Thierry, t'es animé comme Tancy? Non. Oups, j'ai flashé la correction en faisant des alt-tab. Vous avez rien vu. Il y a un petit truc con que j'arrive pas à comprendre. Oui. Comment est-ce qu'un joueur peut appartenir à plusieurs équipes et ensuite chaque équipe affrontera une et une seule fois toutes les autres équipes? TKT. Ok, c'est ça le piège. Merci. Non, c'est pas ça le piège, c'est juste TKT. Genre. En gros, c'est parce que si je dis que chaque joueur doit appartenir que à une et une seule équipe, le schéma il devient beaucoup trop dur à faire et ça, c'est un peu ambigu si je dis qu'un joueur doit appartenir qu'à une seule équipe. C'est juste que c'est une contrainte en moins pour faire le schéma de faire comme ça. Ok, ça marche, merci. On verra plus tard dans le type de schéma différent qu'on verra comment est-ce qu'on fait pour faire en sorte qu'une personne soit à un seul endroit, quand on parlera des cardinalités et du schéma anti-association. Mais avec le graphe là, c'est pas pratique de représenter ce genre de choses. Globalement, le graphe là, il représente plutôt bien les données, mais pas trop les bases de données.
En vrai, j'ai dit que c'était compliqué de faire en sorte que les joueurs ils appartiennent qu'à une seule équipe, mais ça se fait. Mais t'es caté. Ça change juste une flèche en fait. Toc, Céline. Je regarde ça tout de suite. Euh, Alors, je sais pas si t'as... En, en gros, dans les graphes comme ça, tu peux pas mettre de cardinalité comme tu fais sur les flèches là. Si tu veux qu'il y ait trois joueurs qui vont vers un point, faut mettre trois flèches. Les cardinalités, c'est dans le schéma suivant qu'on pourra les mettre. Tu peux mettre des libellés sur tes flèches si tu veux. Si tu veux écrire quelque chose sur ta flèche, par exemple équipe 1, équipe 2 ou chef mineur constructeur, t'as le droit. Euh, Si tu fais quelque chose comme ça avec un point vers le rôle, tu peux avoir plusieurs fois le même rôle dans la même équipe. Ça pose un problème. C'est pour ça que aussi que c'est mieux de mettre trois flèches. Oups, j'ai dit ce qu'il fallait faire. Et il y a juste un tout petit truc qu'on a fait différent sur les scores. En gros, dans le sujet, j'ai dit qu'on retiendra le score obtenu par chacune des équipes. Et là, tu retiens qu'un seul score. En gros, si tu retiens score comme ça, au pluriel, ça fait que tu as plusieurs informations dans une seule bulle. Et alors que dans une bulle, on ne veut pas avoir de liste, on veut pas avoir de plusieurs informations, on veut en avoir qu'une. Du coup, faudrait ajouter score match équipe 1, score match équipe 2. Sinon, c'est juste. Du coup, j'ai un problème avec ce qu'il y a entre ID joueur et non équipe et score match. Oui, et aussi dans ID joueur et pseudo, euh, il y a plusieurs informations dans la même bulle et c'est pas bon. C'est vraiment une bulle, une information. Enfin, un lot d'informations. Genre, il y aura tous les ID joueurs dans une seule bulle, mais c'est que des ID joueurs. Si je suis pas clair sur quelque chose, tu peux me demander de répéter. Ensuite, Jérémy. Euh, je- Ça me casse la nuque à chaque fois les trucs comme ça de côté. En vrai, je vais l'enregistrer et le tourner, ça sera plus simple. Euh, Est-ce que ça l'a bien téléchargé? Oui. Ouvrir avec. Toc toc. Alors, Jérémy. Du coup, le premier truc, comme Céline, le score, on a dit qu'on retient le score de chacune des équipes. Du coup, une seule bulle, c'est pas suffisant pour stocker les équipes. Ensuite, euh, ce qui se passe là, c'est que tu stockes le chef, le mineur et le constructeur à un endroit à part, alors que ça devrait plus être un lien entre une personne et une équipe, vu que une personne, elle peut être dans plusieurs équipes, c'est une genre.
En gros, tu retiens l'idée du joueur dans un coin, et à un autre endroit, tu retiens qui est le chef, le min... Attends, comment est-ce que je peux expliquer ça de façon compréhensible? Euh, hmm, En gros, là, ce que tu représentes entre ton équipe et ton identifiant joueur, si tu fais... euh, Du coup, c'est un peu comme j'ai mis dans le chat là. J'ai mis, je regarde. ouais. Euh, En gros, ce serait un lien entre ID joueur et ID équipe. Et ensuite, ID équipe qui vient dans chef, mineur et constructeur. euh, non. Ok, c'est Ah, bon, je sais comment je peux expliquer le fait que c'est pas bon ce que t'as. En gros, quand tu fais ça, tu empêches pas les équipes d'avoir 15 chefs, 18 mineurs, 3 constructeurs. Chaque équipe, elle a un chef, un mineur, un constructeur, et chacune de ces personnes, c'est un joueur. En gros, pour être sûr comme ça de bloquer à un chacun des trucs, il faut faire quelque chose qui ressemble à ça. Regarde le partage avec le diapo. Si tu mets plusieurs flèches allant de joueur vers ton équipe, ou de ton équipe vers ton joueur, je crois que c'est plus équipe vers joueur. Oui, parce que c'est l'équipe qui a un chef, un mineur, un constructeur. Si tu fais comme ça plusieurs flèches vers de équipe vers joueur, tu peux forcer d'avoir un constructeur, un mineur et un chef. Euh, Ensuite, de- ID joueur, adresse, date, c'est juste. Et ensuite, quand tu as un match, c'est pas directement l'équipe et le score de l'affrontement. Parce qu'un affrontement, c'est pas une équipe qui a un score, c'est une équipe qui a un affrontement pour un match. Et un match, c'est la rencontre entre deux équipes. Du coup, ici aussi, c'est le même tricks. Un match, c'est deux équipes, du coup, tu auras deux flèches qui iront vers un point. Et depuis ce point, tu obtiendras le score de l'équipe 1 et le score de l'équipe 2. Tu peux mettre des libellés sur les flèches équipe 1, équipe 2. L'exola, il est un peu fourbe parce qu'il y a plein de flèches qui partent de la même bulle et j'en ai parlé que très rapidement que c'était possible de le faire. Mais t'es caté. Ensuite, ok, merci. euh, est-ce qu'il y avait un autre truc qui a été envoyé? C'est la même chose que tu as renvoyé. ID équipe, équipe 1, équipe 2. Ouais, j'avais juste mis une équipe 2. Mais du coup, il faut déjà que je mette un match et tout, là. Oui, Enfin, ce que tu m'as dit, quoi. oui. Un match, il n'a pas d'identifiant, il est juste caractérisé par les deux équipes qui sont dedans parce que dans le sujet, c'est écrit que chaque équipe s'affronte une et une seule fois, je crois. Euh, Ouais, et que toutes les équipes s'affrontent. Du coup, tu peux juste mettre un point parce que ça représente plus ou moins un produit cartésien entre tous les trucs, le point. Il y a encore des gens qui sont sur leur graphe ou qui sont pas sûrs de faire quelque chose. Si vous voulez montrer un truc ou que vous savez pas faire comment faire quelque chose, vous pouvez demander. Genre, restez pas bloqué quoi. Moi, je veux bien que tu réexpliques l'histoire des scores là, parce que moi j'ai mis dans une bulle aussi, mais du coup c'est faux. En gros, on a dit que lors d'un match, chaque équipe a un score. Par exemple,
Si on prend l'exemple d'un match de foot, t'as une équipe qui a marqué X buts et une autre équipe qui a marqué Y buts. Et en gros, ces deux informations, c'est des informations qui, même si on a l'habitude d'écrire ouais 3-0, c'est 1-3 et 1-0. C'est plusieurs informations. Du coup, ces informations dans une base de données, tu voudras pas les stocker à un seul endroit, tu voudras bien noter le score de telle équipe et le score de telle équipe. Ok. Du coup, lorsque tu auras une rencontre, tu vas prendre deux équipes, tu mettras peut-être sur les flèches vers la rencontre des libellés, par exemple équipe 1, équipe 2, et à partir de ça, tu auras deux informations, le score de l'équipe 1 et le score de l'équipe 2. Ok, merci. Je vais essayer. C'est très bizarre à dessiner ce genre de choses et ça peut sembler un peu ambigu. C'est normal, c'est parce que c'est un peu les limites du graphe des dépendances fonctionnelles. Il est très très bon pour représenter les données, mais ce genre de choses, c'est un peu ambigu et comme on veut représenter une base de données, mais là on a juste les données, c'est moyen. C'est pour ça que juste après on verra un autre schéma qui représente beaucoup mieux les bases de données. Alors Martin, toc toc. Qu'est-ce qu'on a? Euh, Déjà le truc des rencontres, il est juste. Par contre, je suis moyen d'accord sur la façon dont tu attribues les rôles aux équipes. Euh, Quoique, si en fait c'est bon. Oui, oui, globalement c'est ça. Je préférerais plus avoir une seule flèche avec un libellé sur la flèche allant de équipe à joueur, parce que là ça fait croire que chef, mineur, constructeur, c'est une autre information alors que c'est plus un lien. Je l'ai pas, j'ai mal expliqué, du coup c'est normal que voilà. Mais c'est juste, sinon oui. Il y a un truc que j'ai fait différemment, mais on a la même chose. En gros, je vois pas comment faire pour que chaque équipe affronte une seule fois chaque autre. En gros, j'ai le point, ça représente le produit cartésien entre deux équipes. Ce qu'on fait en fait dans les bases de données pour éviter qu'il y ait des doublons, si on utilise des identifiants. Par exemple, sur la base de données de la voiture, on n'utilise pas Jean R comme identifiant, mais on utilise l'identifiant de la personne. Mais du coup, si on a si on utilise le numéro de deux équipes comme clé, comme, comme identifiant, plutôt que d'utiliser un identifiant unique, on n'aura qu'une seule fois chaque rencontre. On n'aura pas le match numéro 5 entre l'équipe 1 et l'équipe 2, on aura le match entre l'équipe 1 et l'équipe 2, si on n'utilise pas d'identifiant pour les équipes. Et si on écrit le match entre l'équipe 1 et l'équipe 2, ça ne n'autorise pas de faire un autre match entre les deux équipes.
Je sais pas si c'est très clair. Dis-moi si c'est clair du coup. Euh, oui, j'ai fait ça, Martin, globalement. Mais c'est c'est globalement équivalent ce que t'as fait. En gros, le problème qu'il y a, c'est que sur ton truc, c'est que c'est une information supplémentaire, le fait que ce soit un mineur, un constructeur ou un chef, alors que si tu mets directement une flèche avec un libellé, dans la base de données finale, ça sera représenté juste par une colonne si tu mets une flèche directement comme ça. Alors que là, ça fait une information supplémentaire à stocker, genre une chaîne ou un truc comme ça. C'est compréhensible ce que j'ai dit, Elisa, ou pas? Mais avec le produit cartésien, on peut avoir le match contre équipe 1 contre équipe 2, puis équipe 2 contre équipe 1, non. C'est vrai, mais t'es caté. On peut pas faire autrement quand on fait ce genre de graphe. Parce qu'on n'a pas beaucoup de contraintes qu'on peut mettre sur les relations. Il y a... C'est pas possible de faire autrement. Et c'est le mieux qu'on puisse faire un truc comme ça. Dans la réalité, quand on représente une base de données comme ça, on pourra mettre des contraintes beaucoup plus strictes. Mais ça, c'est vraiment... Il n'y a vraiment aucune contrainte dans les graphes comme ça. C'est dur de faire des représentations comme ça. Euh, Est-ce que c'est bon pour tout le monde ou est-ce que je laisse encore un peu de temps? Et je laisse continuer d'envoyer vos graphes. Si jamais, du coup, on va continuer. Et si jamais vous n'avez pas fini ou si vous regardez la vidéo du tutorat, vous pouvez m'envoyer vos graphes en MP et je regarderai. Du coup, la correction que j'ai faite, c'est ça. C'est exactement ce qu'a Martin, je crois. Sauf que moi, j'ai oublié de mettre le nom de l'équipe, mais t'inquiète. Du coup, chaque équipe a trois joueurs, un chef, un mineur et un constructeur. La flèche, elle va bien d'équipe et vers joueur et pas l'inverse, parce que on avait dit qu'un joueur peut être dans plusieurs équipes. Du coup, c'est une équipe qui a un chef, une équipe qui a un mineur, une équipe qui a un constructeur, et pas un joueur qui appartient à une équipe. Dans la réalité, quand on fera une base de données, ça sera représenté par des colonnes qui représentent le chef, le mineur et le constructeur. Les joueurs, c'est un nom, un pseudo, une adresse, une date de naissance. Et pour représenter les scores des équipes sur leur match, on met des flèches allant des numéros d'équipe vers le point. Puis après, on note le score de chaque équipe. Le score de l'équipe 1, le score de l'équipe 2. C'est OK pour tout le monde? C'est OK pour tout le monde. Du coup, maintenant, on va parler d'un autre type de schéma, le schéma entité-association. En gros, le graphe des dépendances fonctionnelles, on a vu qu'il est bon pour représenter les données, genre, on peut facilement à partir d'une phrase en faire un. Avec l'exemple de la Renault, ça, on avait juste à remplacer à chaque fois, faire des liens et ajouter des identifiants, on avait un graphe de dépendance fonctionnelle. Mais c'est pas la meilleure représentation pour créer des bases de données. Pour présenter des bases de données, on préfère utiliser le schéma entité-association. Ici en dessous, vous avez un exemple de schéma entité-association. Donc, le schéma entité-association, le schéma entité-association, il s'appuie sur trois concepts. La première chose, c'est des individus. C'est un objet abstrait ou un concept dans l'univers de l'application. Un individu a une existence propre.
Ça peut être une personne, un objet concret comme une pièce détachée, un outil, une date, un compte, un lieu comme une salle de cours, un bureau ou un dépôt, ou un objet documentaire comme un dossier, un livre, un rapport. C'est pas très buvable expliqué comme ça, mais c'est la définition stricte. Mais en gros, c'est un individu. Le deuxième concept, c'est de relation. En gros, c'est un lien perçu entre plusieurs individus. Ça peut être un lien associant une personne à un contrat, un appartement à un locataire, une équipe à un membre d'équipe, un match à une équipe, ce genre de choses. Et des propriétés. Elles sont associées à un individu ou à une relation. Ça peut être le prénom d'une personne, une date, une adresse. Les propriétés, ça correspond au sommet des graphes des dépendances fonctionnelles. Chaque petit rond que vous faites, c'est une propriété. Faut faire un peu attention parce qu'un individu, c'est la personne et la propriété, c'est le prénom de la personne. Du coup, si on reprend ici sur la slide précédente, la, l'individu, ça va être animal tout entier, et propriété, ça va être son nom, son sexe, sa date de naissance, sa date de décès. Les relations, ça va être les flèches, et voilà. Le schéma d'association, lui, il est composé de deux choses, des entités, des associations. Les entités, c'est ces blocs-là, en forme de carré. Les associations, c'est des, des blocs un peu arrondis, ou tout simplement des cercles, vous pouvez dessiner comme ça, et les flèches comme ça, avec des cardinalités. Les cardinalités, on verra après ce que c'est. Mais on va d'abord parler des entités. Une entité, c'est une classe d'individus de même nature ayant en commun un ensemble de propriétés. C'est pas très compréhensible, encore une fois, comme définition, mais en gros, c'est une personne, c'est quelqu'un qui a un nom, un prénom, une date de naissance. Du coup, personne, c'est une classe d'individus. Et l'ensemble des propriétés, c'est nom, prénom, date de naissance. Et on le représente graphiquement comme ça. En haut, le nom de l'entité. La clé, on la souligne. La clé, en gros, c'est un identifiant unique qu'on utilise pour représenter la personne, pour éviter duplicata. On se souvient que j'avais donné une clé à une personne dans l'exemple des voitures, au cas où s'il y avait plusieurs gens R dans, dans l'univers, comme pour éviter qu'il y ait des ambiguïtés. Et les associations, c'est une classe de relation de même nature définie par des individus appartenant aux mêmes entités, ayant en commun un ensemble éventuellement vide de propriétés. La représentation graphique, c'est la suivante. Et je note qu'en bas, les associations, ça peut être représenté par des cercles. C'est ce que j'utilise pour faire les associations. Ça fait que d'arrondir les bords. Du coup, on a le nom de l'association, les propriétés. Il peut ne pas y avoir de propriété. Je crois qu'il y a plusieurs exemples ici. Oui, par exemple, ici, occupe, ça n'a pas de propriété. Et ça se met entre deux entités. Ou plus. Du coup, oui, on voit des 0n, des 1,1, mais on ne sait pas trop ce que c'est. Ce que ça représente, c'est cardinalité. En gros, le premier chiffre, ça représente la cardinalité minimum. La cardinalité minimum, c'est le nombre minimum de fois où chaque occurrence d'entité participe à des occurrences de même association. Et le deuxième chiffre, ça représente la cardinalité maximum. C'est le nombre maximum de fois où chaque occurrence d'entité participe à des occurrences d'une même association. En dessous, on a un exemple entre espèce et animal. Un animal, ça a une et une seule espèce. Par exemple, si on prend Dumbo, c'est un éléphant et uniquement un éléphant, et ça doit avoir une espèce. Par contre, éléphant, il peut y avoir entre 0 et n éléphants. Il n'y a pas un nombre maximum d'éléphants défini dans le monde, et il peut y avoir 0 éléphant. Du coup, les cardinalités, ça fonctionne comme ça. On a le minimum, le maximum, et le maximum, ça peut être n, si c'est pas défini. C'est assez rare qu'on ait des cardinalités précises, qui sont pas 0 ou 1, que ce soit genre 2, 3, mais c'est possible. Et du coup, là, il y a l'exemple.
Et aussi que le fait que le Vélociraptor c'est une espèce, mais il n'y a pas d'animal de cette espèce, du coup on peut avoir zéro animal associé à une espèce. Du coup, pour vous entraîner avec les cardinalités, je vous ai sorti un exemple d'une base de données représentant un forum. Et du coup, le jeu, ça va être de représenter les cardinalités sur ce schéma. Du coup, l'exercice, ça va être de mettre les cardinalités à chaque fois. Est-ce que tout le monde a bien compris ce que c'est, les cardinalités d'ailleurs? J'ai un peu balancé l'exercice comme ça sans des plus d'explications. C'est pas très très clair, moi. Ok, ok, je vais répéter. Enfin, réexpliquer. En gros, le schéma anti-association, il représente plus précisément une base de données. Mais entre chaque entité, il peut y avoir des relations entre les entités. Par exemple, un animal, ça a une espèce. Sur ces relations, on note des cardinalités. En gros, c'est le nombre de relations qu'il peut y avoir entre les deux entités. Par exemple, il n'y a qu'une seule relation qui va d'un animal vers une espèce. Un animal, ça a forcément une espèce. Jusque-là, ça va. Mais une espèce, ça peut avoir plusieurs animaux. Par exemple, un Dumbo, c'est un éléphant, mais Dumbo, c'est pas le seul éléphant. Il peut en avoir plusieurs. En fait, il y a entre 0 et n éléphants. N étant indéfini et ça peut être n'importe quoi. Ok. Tu dis ok parce que tu veux pas me faire répéter une troisième fois ou tu dis ok parce que t'as compris? Non, c'est bon. Après, ce que je comprends pas trop, c'est pourquoi il y en a qui ont des flèches et d'autres pas. Alors, les flèches, t'inquiète pour l'instant. Ok. Genre dans l'exemple qu'il y a là, il n'y a pas de flèche. T'occupes pas des flèches pour l'instant. Non, il y a zéro dinosaure, nada, c'est triste. Et oui, c'est triste, il y a zéro éléphant, mais il n'y a pas zéro éléphant. Parce qu'il y a au moins Dumbo. Un utilisateur, il peut avoir plusieurs nationalités, enfin, plusieurs pays ou pas? Ah ah! Ah En ah. gros, quand quand tu fais une base de données comme ça, t'auras... Du coup, t'as anticipé la remarque que j'ai mis à côté de la correction. En gros, quand tu designes une base de données comme ça, la base de données, c'est une représentation de la réalité. Du coup, automatiquement, il y aura des questions comme ça où ça sera à toi de décider. Par exemple, ici, comme on représente un forum, peut-être que c'est super embêtant de demander à l'utilisateur de mettre plein de nationalités. Du coup, Ok. on préférera ne pas laisser la possibilité à l'utilisateur de mettre plein de nationalités. Quand tu t'inscris sur un site, ça te demande ta nationalité et ça t'en demande qu'une seule, ça t'en demande pas plusieurs. Par contre, quand tu t'inscris sur un forum, on te laisse aussi rien rentrer. On te laisse aussi mettre OK, je veux pas rentrer ma nationalité. Mais c'est quand même juste si tu forces l'utilisateur à rentrer sa nationalité ou si tu proposes à l'utilisateur de mettre plusieurs nationalités. Du coup, c'est une très bonne question, mais j'aurais préféré que tu la poses pas comme ça. J'aurais pu faire la remarque après, mais c'est triste. C'est pareil pour user type. Est-ce que l'utilisateur peut accumuler plusieurs fonctions ou droits d'utilisateur? C'est exactement pareil. Ouais, ok. Il y a des trucs qui sont pas ambigus, mais ça, c'est des trucs full ambigus. Normalement, les schémas comme ça doit être quelque chose que vous avez déjà vu. Je crois qu'il y en avait dans les TD.
Jamais vu ça, moi. Ok, dans ce cas, c'est qu'il n'y en avait pas dans les TD. Mais en gros, ça va être le schéma par défaut que tu mettras quand tu voudras représenter tes bases de données. C'est pas forcément celui qui représente le mieux la réalité d'une base de données, mais c'est celui qui est le meilleur compromis entre lisibilité, bien représenté et pas avoir des flèches partout. Et comme pour les exercices précédents, faites-moi savoir quand vous avez fini ou quand vous êtes bloqué. Donc je regarde tout de suite ce que tu m'as mis. Et, euh, je vais mettre. Alors, les droits, c'est les droits oui. Les droits, c'est juste. Le type, c'est juste. Euh, is from, c'est juste. Le as created, c'est je suis pas d'accord sur ça. Je vérifie la suite et je te dis pourquoi je suis pas d'accord. Le response, je suis pas d'accord. Et le vote, je suis pas d'accord. En gros, le fait qu'un utilisateur puisse créer entre 0 et n topics, je suis d'accord. Mais le fait qu'un topic ce soit entre 1 et n, euh, je suis pas d'accord. En gros, quand tu crées un topic sur un forum, il n'y a qu'un seul auteur. Il peut pas y avoir Non, n auteurs sur le même topic. pourquoi pas?
Parce que j'ai jamais vu de forum qui te laisse avoir des co-auteurs comme ça. Après, genre, si tu Ouais, as mais pensé que ça c'était... existait que ça soit un ou plusieurs. Mais je croyais que ça existait. Euh, ça existe peut-être, mais derrière, la plupart des forums ont entre un et un auteur de topic. Et c'est la même chose pour les réponses. Mais et du coup, il y a juste les cardinalités entre user et form response. Form response, c'est... Oui, aussi. Il y a un truc, les réponses, elles sont associées à un seul topic. Tu veux pas, si t'es dans un forum et que t'as 15 topics, tu peux pas mettre une réponse et la mettre sous chaque topic. C'est... Ok, ok. Ok. Je dis que je suis pas d'accord, mais il y a peut-être un forum quelque part où c'est chaud, où présenté comme ça, c'est juste. C'est juste que c'est plus juste à mon avis de d'avoir un topic qui a un auteur, une réponse qui a un auteur et une réponse associée à un seul topic. Mais vous pouvez toujours inventer plus tard un forum où c'est possible d'avoir des co-auteurs où une réponse peut appartenir à plusieurs topics. Toc. J'ai pas compris le message de Martin, c'est triste. En vrai, note sur 10, c'est dur parce qu'il n'y a pas beaucoup de trucs et il y a des trucs sur lesquels En fait, la note sur 10, je peux pas juste la mettre comme ça parce que ça dépend aussi de la justification. Si tu justifies bien tes 0n, si tu dis ouais, dans mon forum, les gens ils ont le droit d'avoir plusieurs trucs, il y aura aucun problème. C'est juste que là, comme ça, sans justification, j'aurais tendance à dire que c'est faux. Genre, juste un graphe comme ça, c'est pas suffisant pour noter. Yes, j'ai réussi à esquiver la question. J'ai aucune idée de quel diapo vous parlez. À l'aide. Ah ça, oui. Est-ce que tous les gens qui sont encore là ont fini le schéma ou il y a encore des gens qui sont en train de travailler dessus? Remplir la cardinalité. Si vous avez pas du tout commencé, que vous n'allez pas le faire, vous pouvez dire que vous avez fini. Ok. Il y a d'autres gens qui sont encore là, qui n'ont pas fini? Ok. Vous voulez me montrer ce que vous avez fait ou je montre directement la correction? Bon, je montre directement la correction. Toc. Du coup, je pense qu'il n'y a pas de surprise. J'ai plus ou moins la même chose que Nada, sauf sur le topic. J'ai décidé que l'utilisateur il pouvait avoir entre 0 et 1 pays parce que quand vous inscrivez sur un site, vous n'avez pas une liste de pays à cocher où vous pouvez pas choisir je suis de ce pays et de ce pays et de ce pays. Mais ça peut être juste de mettre 0n. J'ai décidé qu'un utilisateur avec un seul type et que oui, qu'un utilisateur avec un seul type
et et qu'un topic avait un et un seul auteur, qu'une réponse avait et un seul auteur et était qu'à un seul topic. Et le reste, tout ce que j'ai pas dit, c'est du 0n. Du coup, comme Martin l'a spoil juste avant, il peut y avoir plusieurs solutions justes à chaque fois. Une base de données, ça représente la réalité et forcément, on va se retrouver à faire des choix. Par exemple, ici, on a choisi 0,1 entre l'utilisateur et son pays. Ça laisse à l'utilisateur de pas renseigner le champ de pays, mais 1,1, c'est aussi juste. On peut forcer l'utilisateur à rentrer son pays. Et 0n ou 1n, ça peut aussi être juste, mais si vous faites une application ou un forum comme ça, je suis pas sûr que vous ayez envie de laisser n'importe qui rentrer 15 pays parce que ça va être... C'est un peu inutile de retenir ça. Ok, Martin a fait tête, bah t'as le droit de faire de tête, hein. Genre, je vais pas te forcer à le faire. Du coup, le schéma entité-association, du coup, ça ressemble un peu plus à une base de données que le schéma, que le graphe des dépendances fonctionnelles. Mais c'est un peu plus difficile à dessiner que que celui-ci. Mais en vrai, il y a des méthodes qui permettent de plus facilement passer du graphe des dépendances fonctionnelles au schéma. Et ces méthodes, c'est plusieurs règles. La première règle, c'est celle des entités. Toute propriété qui est en dépendance directement par rapport à l'identifiant, ça nous fera une entité. Ici, on a une clé, ça a 4 propriétés. Du coup, on aura une entité à 4 propriétés. Ça peut être genre l'identifiant de la voiture qui a une cylindrée, un nombre de chevaux, un moteur, un nom et une marque. Tout ça, ça sera une entité avec des propriétés. À tout moment, s'il y a un truc que j'explique trop rapidement, vous m'arrêtez, parce que là, ça va être des trucs un peu durs à expliquer, et c'est clair pour moi, du coup, ça va... et pas forcément pour vous. Là, ça, je pense que c'est bon. Ensuite, si on a des associations binaires avec une cardinalité 1-1. En gros, à gauche, ici, dans notre graphe des dépendances fonctionnelles, on a B qui dépend directement de A. Et A qui a des propriétés, etc. Et une des propriétés de A, c'est X. Du coup, si on fait un graphe comme ça, A, il a forcément entre 0 ou 1 B. Pourquoi il a forcément entre 0 ou 1 B? Parce que B dépend directement de A. B, ça sera une colonne de A, en gros. Par contre, un B, il n'y a rien qui l'empêche d'appartenir à plusieurs A. Du coup, si on a ce graphe de dépendance fonctionnelle à gauche, dans le schéma d'identité-association, on aura un A avec une cardinalité 1,1 allant vers B, et un B avec une cardinalité 0n allant vers A. J'ai mis le X sur la relation pour montrer que si on a un graphe comme ça, on peut mettre le X sur la relation. C'est un peu ambigu ici la traduction du graphe des dépendances fonctionnelles vers le schéma entité-association. Mais dans la réalité, quand vous faites des relations comme ça sera clair parce que ça sera pas A1, A2, AI, X, B1, B2, BI, mais des propriétés réelles. Du coup, ça sera plus simple de savoir si la propriété elle est sur la relation ou sur l'entité. Tu comprends pas trop ce que fait le X ici? Ah, oui, du coup, le X c'est pour montrer que c'est quelque chose de différent, que c'est pas une propriété directe de A. Mais genre, dans la réalité, c'est plus simple que sur un exemple. C'est bon? Je vois personne qui se plaint, c'est que c'est bon. Ensuite, la cardinalité 0n des deux côtés. En gros, quand on a une cardinalité 0n des deux côtés, c'est dire qu'on peut associer autant de A que de B ensemble. Et pour faire ça, on n'a pas de lien direct de A vers B, mais plutôt on a A qui va vers un point et B qui va vers un point. Vous vous souvenez quand je parlais des produits cartésiens? C'est exactement ça. On a le droit d'avoir autant de produits cartésiens, on a le droit d'avoir autant de lignes qu'on veut entre A et B. Et ici la propriété, X, elle n'est pas cachée avec A et on n'a pas besoin de la choisir.
elle dépend directement de A et de B. Et c'est pas indiqué, mais on peut avoir x1, x2, x3, xi. Est-ce que c'est bon? Je vois personne qui se plaint, c'est que c'est bon. Quatrième règle, l'association NR avec des cardinalités 1-1. En gros, c'est exactement la même chose que la cardinalité binaire avec la cardinalité 1-1. On a un C, et directement sur C, on a des relations vers A et B. J'ai besoin d'expliquer plus en détail ou c'est suffisant? Je vois personne qui se Non, plaint. ça va. Toc. Ensuite, les cardinalités NR avec la cardinalité avec n sphère A3, avec la cardinalité max de n. C'est exactement la même chose que quand il y en a deux. C'est juste qu'on a plusieurs trucs qui vont vers le point. Toc. Et on présente à chaque fois que des 0 n. Et le x, il dépend toujours du point et pas d'un des ABC. Donc maintenant, on a vu les schémas qui sont pertinents à connaître pour faire des bases de données. Il nous reste juste une dernière étape avant d'avoir une base de données. En fait, les cardinalités, elles sont un peu trompeuses, parce que quand vous allez faire votre base de données dans SQL, vous n'aurez pas les cardinalités. Du coup, ces cardinalités, elles sont très bien pour le schéma d'anti-association, mais elles ne représentent pas exactement la réalité. Par exemple, si on reprend notre schéma du forum, quand on le transforme en base de données, à droite, c'est les tables qu'on aura dans une base de données, à gauche, notre schéma d'anti-association. Et on remarque que finalement, il n'y a qu'une seule relation qui se retrouve dans notre base de données, c'est la relation as-right. Pourquoi il n'y a que as-right qui se retrouve? Parce qu'à chaque fois, on a des relations 0n, 0,1 ou 0n11. Si as-right se retrouve ici, c'est juste parce que c'est 0n, 0n. Du coup, quand on traduit dans une base de données les cardinalités, si on a du 0n, 0,1, ce sera juste une référence à une clé étrangère. Par exemple, l'utilisateur, il a un pays ou pas. Du coup, plutôt que de faire une nouvelle table où on associe l'utilisateur et son pays, on met juste une référence au pays de l'utilisateur dans l'utilisateur. Ça correspond au croisillon Country ID dans la table utilisateur, à droite. Au fait, le diagramme qu'on a à droite, c'est le diagramme relationnel. Globalement, c'est le diagramme là qui représente le mieux la base de données. Mais il représente un peu moins bien les relations, parce qu'on n'a pas toutes les relations écrites. Et le vote response, par exemple, ça ajoute des informations qui sont utiles quand on crée la base de données. Pourquoi est-ce qu'il y a cette relation? Parce que c'est l'utilisateur qui a écrit la réponse. C'est aussi pour ça que le schéma d'entité-association est utile. C'est bon pour tout le monde? Je suis allé un peu vite là-dessus. Et je vois personne qui se plaint, c'est que c'est bon pour tout le monde. Yes. Oui, du coup, la majorité des relations ne sont pas représentées par des tables, mais juste par des flèches. Il y a juste le as-right qui existe encore, c'est parce que c'est du 0n, 0n. Dernière chose, les relations 1-1, 1-1, elles sont interdites. Est-ce que quelqu'un peut deviner pourquoi est-ce que les relations 1-1, 1-1 sont interdites? Oui, ou bien, soit tout le monde a compris, soit tout le monde bug. En gros, les relations 1-1-1-1, elles sont interdites pour une raison très simple, c'est parce que si on a deux tables et que chacune des deux tables est associée une et une seule fois à l'autre table, en fait c'est juste une plus grande table, c'est pas deux tables différentes. Je sais pas si c'est super clair expliqué comme ça, mais ouais. Mais ça veut dire qu'on pourrait ajouter genre les éléments d'une des tables dans l'autre. Oui, en gros, si on a une relation 1-1-1-1, c'est juste la fusion des deux tables. Ok. Tac. Du coup, maintenant, on a vu comment est-ce qu'on fait pour passer
du schéma anti-association enfin du graphe des dimensions fonctionnelles au schéma anti-association. Et on a vu comment on fait le diagramme relationnel. Du coup, en exercice, vous allez reprendre la base de données de Zonoma, je sais plus comment j'avais appelé exactement, et vous allez transformer ça en schéma anti-association, puis en diagramme relationnel. Si vous voulez, en fait, je vais tout de suite vous donner le, les slides, comme ça vous pouvez re-regarder les règles dans votre coin. Toc, 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 toc. Voilà. Et en plus, comme ça, vous pouvez tricher. Trop bien. Mais genre, en vous donnant comme ça le truc, vous pouvez revenir sur les différentes règles pour transformer. Je sais même pas si j'ai mis une correction sur celui-là, du coup, je sais même pas si vous pouvez tricher. Je crois que j'avais vu la flemme et que j'ai pas mis la correction. Yes, j'avais eu la flemme et j'ai pas mis de correction. Et on anticipe la faute que tu as fait là, avec quantité commandée Oui, la flèche, elle va du point vers quantité commandée et pas de quantité commandée vers le point. C'est juste moi qui a fait mes trucs beaucoup trop vite. Du coup, vu qu'il n'y a pas de correction, Martin, je compte sur toi pour faire une correction parfaite. MDR-moi autant que tu veux, mais juste avant, c'était toi qui avais fait le truc le plus juste. Enfin, le truc le plus juste que j'ai vu. J'ai reçu 2 graphes, mais voilà.
toc, Nada, je regarde ça tout de suite. Et toc toc. S'il te plaît, Teams, télécharge cette image. Yes, c'est bon. Toc toc toc, je la mets droite. Alors, nous avons un fournisseur. Il produit un produit est fait par un fournisseur produit au moins un produit. J'ai aucune objection là-dessus. Faut juste entre les relations, faut quand même écrire produit. Genre, tu peux pas juste mettre un trait comme ça entre les deux, faut quand même mettre le petit cercle qui te dit que c'est une relation et donner un petit nom à la relation. Par exemple, entre fournisseur et produit, tu peux mettre produit. Ensuite, une commande, c'est entre 0 et n produits. Et un produit, il est entre 0 et n commandes. Et tu as une quantité dans la commande, c'est bon. Et un client, une commande appartient forcément à un client, et un client a entre une et n commandes. J'ai pas d'objection. J'ai pas d'objection, mais je peux quand même faire des commentaires à droite à gauche. Les 1N, c'est intelligent d'avoir mis un N pour le client et pour le fournisseur, parce que si tu mets 0N sur le fournisseur, tu peux avoir des fournisseurs qui produisent rien. Et un client, c'est forcément quelqu'un qui a déjà commandé chez toi, sinon il serait pas dans ta base de données. Du coup, c'est intelligent d'avoir mis des 1N entre client et fournisseur, et pas des 0N. Du coup, je mettrai à jour mes slides avec ça, t'inquiète. Je te vole ton travail. J'ai le droit de voler ton travail d'ailleurs. Genre, tu t'as pas de problème avec le fait que... C'était pas le bon bouton. Du coup... Yes, t'as pas de problème. Je relance le partage parce que j'ai fait n'importe quoi. Voilà. Toc. Toc toc. Martin, je regarde. Euh... Euh... Alors, je suis un peu moins d'accord que à quoi que ce que Nada m'a donné. En gros, t'as fait un. Je pense que tu confonds les deux schémas, le schéma anti-association et le graphe rationnel. Et du coup, ce que t'as fait, c'est un truc un peu bizarre. En gros, euh, dans le schéma anti-association, tu dois avoir des entités qui ressemblent à ça, avec le nom de l'entité et une liste de propriétés. Et les relations, c'est entre deux entités. Ici, je vois juste des propriétés qui sont reliées entre elles. Genre l'adresse du fournisseur, elle est liée à la propriété l'association as adresse, l'association qui est pas distinguée des propriétés, c'est un peu bizarre. Euh, ensuite,
Ça peut être juste dans la réalité de mettre que... je vais corriger de ce que je comprends du schéma parce que c'est pas trop ça le schéma que j'attends, mais j'ai quand même te commenter ce que je vois. C'est intelligent de dire que le fournisseur peut avoir plusieurs adresses, mais c'est pas ce qui est représenté dans le graphe que j'ai donné en exercice. Euh, Dans le, le 0n non fournisseur, je suis... C'est... C'est dans la réalité, le non fournisseur, ça serait une propriété, du coup, tu peux avoir une relation entre le code fournisseur et une propriété avec des cardinalités comme ça, 0n, c'est un peu bizarre. Mais ouais, pourquoi pas mettre du 0n sur le non fournisseur? Euh, C'est un peu dur de commenter en fait parce que c'est un peu bizarre ce que t'as fait, parce que c'est ni un anti-association ni un graphe rationnel. En gros, c'est vrai, l'anti-association, c'est... Là, je pense que ce que t'as fait, c'est t'as dessiné le graphe rationnel et t'as ajouté des cardinalités. Alors que c'est pas vraiment ça. Le graphe anti-association, il y a des entités d'association, comme ce qu'il y a ici en bas, avec le country, user, attends, user type, right, form response, form topic. C'est vraiment un nouveau schéma, c'est pas une modification du graphe relationnel. Enfin, le graphe des dépendances fonctionnelles. Ce qui est le rôle du X de la diapro 38. Je regarde ça tout de suite. Tac, 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 38. Euh, le rôle du X dans la relation entre code prod et code prod. Est-ce que j'ai une relation entre code prod et code prod? Euh, Ah oui, entre code prod et code fourne. Alors, ce qui joue le rôle du X entre code prod et code fourne, c'est rien du tout. En gros, le X, il n'existe pas forcément. Je l'ai pas dit explicitement, mais le X, ça peut être rien du tout. Tu peux avoir des relations avec rien dedans. Oui, j'aurais dû le dire explicitement. Mais sur une relation, t'as pas forcément des propriétés. Alors quand tu sais ce X existe, bah tu le sais pas en fait. En gros, le truc c'est que dans la diapo 38, dans mon exemple avec X, j'avais dit que dans la réalité, c'est... Attends, je cherche mes mots, donne-moi une seconde. En gros, dans une base de données, je l'ai dit avant, c'est la représentation de la réalité, et du coup, tu as plusieurs façons de la représenter, cette réalité. Ici, quand tu fais la transformation, tu sauras que le X il appartient à l'oration parce qu'il y a un lien entre le X et le B de la diapo 38. Et tu le sais par rapport à ta connaissance de la réalité, par rapport à l'énoncé ou ce que tu sais de ce que tu représentes. Mais juste comme ça, avec des graphes, t'as aucun moyen de savoir que le X il va sur la relation et pas sur A. Mais si tu te trompes et que tu mets le X avec A au lieu de le mettre sur la relation dans la base de données finale, ça changera rien dans le cas là. T'auras pas de problème, ça créera rien, c'est juste de ta représentation du schéma anti-association. La base de données, c'est beaucoup de réalité, du coup, il y a plein de trucs un peu ambigus comme ça. L'exemple type, c'est les cardinalités qui sont souvent justes, enfin, qui ont plusieurs réponses justes. Ça y est, je commence à fatiguer, j'arrive plus à parler. Je vais mettre un NB sur X d'ailleurs. Toc toc.
Voilà. Toc. Euh, Dans les cartes d'unité, il y a deux chiffres, genre 1, j'ai pas compris ce que représente le deuxième chiffre. En gros, dans tes... Où est-ce que j'ai un exemple de... Là, j'en ai un là. En gros, t'as deux cardinalités. T'as la cardinalité minimum et la cardinalité maximum. La cardinalité minimum, c'est... Je vais prendre l'exemple de l'utilisateur et de son pays. Sur pays, j'ai 0 N. C'est-à-dire que dans notre forum qu'on a ici, chaque pays, il a au minimum 0 utilisateur qui appartiennent à ce pays. Par exemple, si on a un pays dont personne n'est inscrit, si je suis un forum français par exemple, il n'y aura pas beaucoup de personnes venant d'Australie qui seront inscrites dessus, il peut y en avoir 0. C'est-à-dire qu'il y a au minimum 0 personnes de ce pays dans mon site. Le N, ça représente le nombre maximum. Si je fais un forum, je vais pas mettre un maximum de personnes pouvant venir de tel pays. Du coup, je mets N pour dire que ça peut être qu'il n'y a pas de maximum. Sur l'utilisateur, par contre, j'ai 0,1. Le 0, il veut dire qu'un utilisateur, il n'est pas obligé de dire de quel pays il vient. Ou alors il peut venir d'aucun pays. Un utilisateur, ça a au minimum 0 pays. Et le 1, c'est-à-dire que l'utilisateur, il a au maximum un pays. Dans les choix que j'ai fait pour créer le site, j'autorise pas les utilisateurs à venir de plusieurs pays. Soit t'es français, soit t'es anglais, soit t'es américain, soit t'es russe, soit t'es allemand. Tu peux pas être plusieurs de ces trucs, mais tu peux être aucun. C'est clair ou je dois répéter encore différemment? En gros, c'est le minimum et le maximum, les deux chiffres. Tac. Quelqu'un a réussi à faire le diagramme relationnel de l'exercice? Non? Il y a encore des gens qui sont là? Euh, Ouais, bon, on a bientôt fini du coup. Je pense pas que j'aurai le temps de finir mes slides. C'est pas grave, je les finirai la prochaine fois. Oui, moi aussi j'ai faim, c'est pour ça que je fatigue aussi. Bon, on va quand même. Est-ce que j'aurai le temps de parler de SQL ou pas? Je vais essayer très rapidement de finir mon diapo, mais voilà, ça sera très très rush. Du coup, maintenant, on a vu les différents schémas qui sont pertinents de connaître pour designer une base de données. Oubliez pas ces schémas pour le PP2I. Surtout toi, Nada, les oublie pas. Clin d'œil, clin d'œil, clin d'œil. Maintenant qu'on sait ça, on va enfin pouvoir mettre en pratique ces schémas pour faire une vraie base de données. Alors, on a vu que une base de données, c'est des entités. En SQL, on va parler de tables et des associations. Et en SQL, bah, on ne peut pas créer des associations. On va plutôt parler de clés étrangères ou de références. En gros, c'est dans notre table, on va mettre une clé qui appartient à une autre table pour créer une flèche. On retrouve ça dans le diagramme relationnel ici. Dans Form Response, on a l'idée du topic qui correspond au topic. Toc. Du coup, les associations, elles sont pas si explicites que ça. C'est pas écrit il y a une association ici. En SQL, il y a plein de types et du coup, je vais vous donner que ceux qui sont pertinents de connaître. Et le varchar de n, c'est une chaîne de caractères de taille n. Il y a un int, c'est un entier. On a un float, c'est un float. On a le time, c'est une heure. Ça peut sembler un peu random comme type à donner, mais dans la réalité, vous allez tout le temps utiliser des times et des dates quand vous ferez des bases de données. Le date time, qui est une date et une heure. Toc. Pour créer une table, c'est simple. Pour passer du nom de la table id colonne 1, colonne 2, colonne 3, colonne 4, on fait create table, le nom de la table.
Ensuite, on met le nom de notre propriété, puis le type de la propriété, puis des options. J'en parlerai une prochaine fois, je pense, parce que j'aurai pas le temps de finir aujourd'hui. Puis après, les colonnes et les types de données. Pour créer une relation, on fait une clé étrangère. Du coup, ce qu'on fait, c'est on met notre colonne avec son type et on dit foreign key, le nom de notre colonne, references, le nom de l'autre table et le nom de la colonne de l'autre table. Attention, là j'ai mis une syntaxe, mais ça peut dépendre en fonction de vos dialectes SQL. Là c'est du MySQL, mais en SQL ça sera différent. Pour créer une relation 0n0n, on va créer une nouvelle table en ajoutant deux références. Maintenant, on va voir très rapidement comment... Non, j'aurai pas le temps. Euh, Du coup, ouais, j'ai pas le temps de finir, je finirai la prochaine fois. La prochaine fois, du coup, je pense qu'on verra comment est-ce qu'on fait des bases de données en SQL. On ira aussi un peu plus loin dans le design des bases de données en parlant des formes normales, je pense. Puis après, peut-être qu'on fera aussi un peu de web BD, en faisant un peu du web, en parlant de Slack. Du coup, bye bye, bon appétit, et bon tutorat de cet après-midi. Voilà, j'espère que j'ai été clair aussi. S'il y a des trucs que vous voulez expliquer, vous pouvez me MP, comme tout le temps en fait. Ça sera quand la prochaine fois? C'est une très bonne question. En gros, c'est quand j'ai fait mes slides et quand j'ai réservé une heure. Sachant que j'ai appris récemment qu'il y avait un devoir de SIC dans pas longtemps, la prochaine fois, c'est très indéterminé. Mais j'essaie de faire ça soon. Bon appétit! Merci, salut. Merci, ciao.